28 février 2026, à l'aube, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires conjointes contre l'Iran. Dans les heures qui ont suivi, les gardiens de la révolution iranienne ont diffusé un message sur les fréquences radio-maritimes. 5 mots, en anglais. Sans ambiguïté, « The Strait is closed ». Le détroit d'Ormuz, fermé, pour la première fois en 50 ans d'histoire du commerce pétrolier mondial. Ce soir-là, 51 pétroliers étaient en route vers le détroit. Le lendemain matin, 3 seulement émettaient encore un signal de navigation. Les autres s'étaient arrêtés ou avaient fait demi-tour. En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, le détroit est toujours fermé. Le trafic maritime y a chuté de 95%. Le prix du baril dépasse $110. Et une quarantaine de nations réclament une réouverture que personne ne sait encore comment imposer. Ce documentaire ne va pas vous expliquer ce que vous savez déjà. Il va vous expliquer ce que les grands médias ne vous disent pas. Pourquoi ce détroit est impossible à remplacer? Qui profite vraiment de sa fermeture? Et ce que cette crise dit de la fragilité profonde de l'économie mondiale. Restez jusqu'à la fin, parce que les informations les plus importantes arrivent à la fin. Pour comprendre pourquoi le détroit d'Ormuz est aussi stratégique, il faut d'abord regarder une carte. Le golfe Persique est presque un lac. Il est entouré à l'ouest et au sud par l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Au nord et à l'est par l'Iran et l'Irak. Un espace maritime quasi fermé, avec une seule issue vers l'océan Indien, le détroit d'Ormuz. Ce passage fait 50 km dans sa partie la plus étroite. La voie navigable officielle y est réduite à 10 km. Une bande pour les navires entrants, une bande pour les sortants, une zone tampon entre les deux. Par ce couloir, en temps normal, transitent environ 20 millions de barils de pétrole par jour, selon l'EIA, Agence américaine d'information sur l'énergie, soit 1/5 de la production mondiale. Plus également 20% du gaz naturel liquéfié, échangé sur la planète, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Un chiffre que presque aucun média n'a mentionné. Le Qatar assure près d'un tiers de la production mondiale d'hélium. Cet hélium, indispensable aux semi-conducteurs et à l'imagerie médicale, transite lui aussi par Ormuz. Des alternatives existent, mais elles sont structurellement insuffisantes. L'oléoduc Saudi Aramco vers la mer Rouge peut acheminer 5 millions de barils par jour contre 8,9 millions produits par l'Arabie Saoudite. L'oléoduc Émirat vers Fujairah, 1,5 million. Ensemble, ils ne compensent qu'une fraction du flux normal. Pour le Koweït, le Qatar et Bahreïn, il n'existe aucune alternative. 0. Ces 3 pays n'ont aucune autre route maritime pour exporter leurs hydrocarbures. Ormuz, pour eux, ce n'est pas une option stratégique, c'est une condition de survie économique. Et c'est exactement pour cette raison que ce passage est aussi une arme. Pendant 50 ans, le détroit d'Ormuz n'a jamais été complètement fermé. Même pas lors de la guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988, quand des centaines de pétroliers ont été attaqués dans le Golfe. La circulation commerciale avait été maintenue, couverte par les marines occidentales. 50 ans de tensions, d'incidents, de menaces, mais jamais de fermeture. En 1988, l'opération Praying Mantis avait pourtant montré que les États-Unis étaient prêts à combattre pour garder ce passage ouvert. La plus grande bataille navale américaine, depuis la Seconde Guerre mondiale, s'y est déroulée. L'Iran en avait tiré une leçon. Menacer Ormuz est utile. Le fermer vraiment, c'est une autre affaire. 2019 à 2025, l'escalade progressive. Entre 2019 et 2024, les incidents se multiplient et la région s'embrase peu à peu. Des pétroliers sont endommagés dans le golfe d'Oman. L'Iran saisit un navire britannique. Des drones américains sont abattus. En mer Rouge, les Houthis yéménites, approvisionnés, en partie par Téhéran,
selon plusieurs rapports de l'ONU, prennent pour cible des navires commerciaux. En juin 2025, une première guerre aérienne de 12 jours éclate entre Israël et l'Iran. Pékin intervient discrètement. La Chine, dont la moitié des importations pétrolières transitent par Hormuz, fait savoir à Téhéran qu'une fermeture du détroit serait inacceptable. L'Iran recule. Ce recul est crucial pour comprendre 2026. En juin 2025, l'Iran avait encore quelque chose à perdre. En février 2026, après la mort de son guide suprême Khamenei, sous les bombes américaines et israéliennes, le calcul a changé. 28 février 2026, le point de bascule. Les frappes américano-israéliennes débutent à l'aube. Elles ciblent les capacités balistiques iraniennes, les infrastructures nucléaires et le haut commandement des gardiens de la Révolution. Ali Khamenei est tué dans les premières heures. La réponse iranienne est immédiate. Missiles vers des bases américaines dans le Golfe, drones vers Israël et fermeture officielle du détroit. Ce qui avait été une menace pendant 50 ans devenait pour la première fois une réalité. Selon Paul Tourette, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, même pendant la guerre du Golfe, il n'y a jamais eu d'arrêt total des échanges via le détroit d'Ormuz. Ce qui se passe depuis le 28 février 2026 est, de son propre aveu, sans précédent. La fermeture d'Ormuz n'est pas un simple blocus. C'est une opération militaire asymétrique menée par un pays qui n'a pas les moyens d'affronter directement l'armée américaine. Les gardiens de la Révolution disposent de missiles anti-navires, dont le Noor, capable de frapper des cibles à plusieurs dizaines de kilomètres. Ils ont déployé des drones maritimes et, selon des rapports de CNN repris par Le Grand Continent, auraient commencé à miner le détroit, une opération qui, selon les analystes, ne nécessite que 5% de l'arsenal disponible iranien pour être efficace. Depuis le 28 février, au moins 19 navires civils ont été attaqués dans le détroit, pétroliers, porte-conteneurs, remorqueurs. Le secteur maritime a officiellement classé la zone comme une zone d'opération de guerre. Les grandes compagnies d'assurance ont suspendu leur couverture. Quant aux géants du transport maritime, MSC, Maersk, CMA, CGM, COSCO, Hapag-Lloyd, ils ont ordonné à leurs navires de se mettre à l'abri, ce que la Maison-Blanche ne dit pas. Les États-Unis ont déployé 2 groupes aéronavals dans la région, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé avoir frappé plus de 6000 cibles iraniennes depuis le 28 février, dont plus de 90 navires, y compris une trentaine de poseurs de mines. Mais voici ce que les communiqués officiels ne disent pas clairement. Rouvrir un détroit miné dans une zone de guerre active, avec des drones et des missiles anti-navires toujours opérationnels, nécessite une opération de déminage qui prend des semaines, pas des heures. La France a proposé une mission purement défensive pour escorter les navires. Le Royaume-Uni a rassemblé 35 nations autour d'une déclaration d'intention. Mais toutes ces nations posent la même condition: aucune intervention tant que les combats se poursuivent. En d'autres termes, personne ne sait comment rouvrir le détroit, et tout le monde le sait. Le blocage d'Ormuz ne s'est pas encore pleinement fait sentir en Europe. Pas encore. Voici pourquoi cela va changer. Les livraisons de pétrole qui sont arrivées en Europe et en Asie depuis mi-mars correspondaient à des contrats signés avant le 28 février. Des bateaux qui étaient déjà en mer quand le détroit a fermé. Thierry Brosse, spécialiste de l'énergie à Sciences Po Paris, a été très précis. Une fois ces derniers navires arrivés, on est certain d'avoir un choc pétrolier. Selon la CNUSED au 2 avril 2026, le trafic maritime à Hormuz est passé de 130 navires par jour en février à 6 en mars, soit une chute de 95%. Le directeur de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré le 21 mars
que c'est la plus grande menace pour la sécurité énergétique mondiale de toute l'histoire. Et le volume perturbé en avril 2026 devrait être le double de celui de mars, parce que les contrats signés avant-guerre arrivent maintenant à expiration. Les pays d'Asie subissent déjà les conséquences directes. Le Japon dépend d'Ormuz pour 70% de ses importations pétrolières. La Corée du Sud également. L'Inde pour 58%. Ces pays manquent déjà de brut. L'Europe, elle, n'est pas en pénurie immédiate. Ses principaux fournisseurs sont les États-Unis, la Norvège et la Libye. Mais les prix mondiaux du pétrole ne distinguent pas les zones géographiques. Le baril a déjà augmenté de $30 depuis le début du conflit. Si la fermeture se prolonge, des projections évoquent 130 à $150 le baril dès le mois de mai. L'angle que personne ne traite, les engrais et l'alimentation. Entre 15 et 20 millions de tonnes de céréales transitent chaque année par Ormuz. Blé, maïs, tournesol. Les pays du Golfe importent leur nourriture par ce même détroit. Un blocage prolongé ne menace pas seulement les prix de l'essence. Il menace les prix alimentaires mondiaux. Thierry Pouch, chef économiste aux Chambres d'agriculture de France, a alerté. L'Argentine envisage de ralentir ses exportations de viande bovine et de soja. Le blé australien transite aussi par ce détroit. Le Brésil est particulièrement inquiet pour son maïs et son soja. Cet angle est presque absent des grands titres de l'actualité. Il est pourtant central. La Chine est le pays le plus exposé à la fermeture d'Ormuz. Elle reçoit plus de 50% de son pétrole depuis le Moyen-Orient et près d'un tiers de ses importations totales transitent directement par ce détroit. Elle est aussi le premier acheteur de pétrole iranien, qui représentait 11% de ses importations en 2025. Pourtant, depuis le 28 février, Pékin joue une partition extraordinairement ambiguë. Le 2 mars, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning, a condamné les frappes américano-israéliennes comme une violation du droit international, tout en appelant les parties au dialogue. Mais dans le même temps, des navires battant pavillon chinois ont obtenu le droit de traverser le détroit. Le cargo Iron Maiden, géré par une société shanghaïenne, a traversé le 5 mars en signalant simplement « propriétaire chinois ». L'Iran l'a laissé passer. Voici le paradoxe que peu de médias formulent clairement. Depuis le début du blocage, 14 millions de barils de pétrole iranien ont néanmoins été exportés via le détroit, principalement vers la Chine. L'Iran ferme le détroit à ses ennemis, mais l'exporte lui-même et laisse passer ses acheteurs. Le soutien chinois à l'Iran reste limité, bien inférieur à celui apporté à la Russie lors de la guerre en Ukraine, selon l'analyse du grand continent. Pékin calcule, trop soutenir l'Iran, c'est prendre le risque de sanctions américaines supplémentaires. Trop l'abandonner, c'est perdre de la crédibilité auprès de ses partenaires du Sud global. Alors, la Chine fait les deux. Elle condamne, elle négocie, elle passe. Il existe un autre angle que les médias traitent très prudemment. Selon l'analyse du grand continent, le régime iranien utilise des images de destruction, souvent produites par intelligence artificielle, pour mettre en scène, sur les réseaux sociaux, la perturbation maritime et les attaques dans les pays du Golfe. Mais cette stratégie de mise en scène visuelle n'est pas uniquement iranienne. La Maison-Blanche elle-même a revendiqué une dimension spectaculaire et ludifiée à ses propres communications de guerre. 2 belligérants, 2 machines à images. Et entre les deux, des dizaines de millions de personnes qui ne savent pas sur quelles images se fier. C'est précisément pour cela que des sources primaires, rapports de la CNUCED, de l'AIE, données AIS des navires, sont essentiels pour comprendre ce qui se passe réellement à Ormuz. Dernier paradoxe que peu de médias soulignent avec précision, l'Iran dépend lui aussi du détroit. Ses exportations pétrolières partent de l'île de Kharg, dans le golfe Persique. En fermant Ormuz à ses ennemis tout en restant capable de l'utiliser lui-même,
Téhéran joue une carte extrêmement précise. Mais cette stratégie a une limite. Elle repose sur la capacité à contrôler qui passe et qui ne passe pas. Dans un espace de 50 km, sous pression militaire croissante, cette discrimination devient chaque jour plus difficile à maintenir. Ormuz n'a jamais été simplement une route maritime. C'est un révélateur. Il révèle que l'économie mondiale, malgré 50 ans de mondialisation, reste suspendue à des points de passage physiques très précis. Des couloirs de 50 km, des câbles sous-marins, des canaux construits au XIXe siècle, des endroits où la géographie ne négocie pas. Il révèle aussi que la diversification énergétique, dont on parle depuis 2022, n'a pas résolu le problème fondamental. Elle l'a déplacé, de la Russie vers le Golfe, d'une dépendance vers une autre. Et il révèle quelque chose de plus profond sur la nature du pouvoir géopolitique. Un pays dévasté par des bombardements, acculé, sans armes nucléaires, peut néanmoins tenir en otage l'économie de la planète entière. Pas par sa force, par sa géographie. 40 à 50 km de mer, un demi-siècle de tension, et pour la première fois dans l'histoire, une fermeture réelle. Ce qui se passe en ce moment à Ormuz n'est pas un événement isolé. C'est l'aboutissement logique de décennies de dépendance accumulée, de conflits évités de justesse et de solutions structurelles remises à plus tard. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Si ce type d'analyse vous intéresse, des crises mondiales décryptées, avec les sources primaires, sans spectacle, c'est exactement ce que Sous la surface fait chaque semaine. Si vous souhaitez soutenir ce travail et continuer cette aventure avec nous, abonnez-vous et activez les notifications. Votre présence compte vraiment.